Donc tranquille, le cœur bat tranquillement, un peu de respiration. Tu nous livres le texte sur un plateau, comme ça, généreusement. C'est parti. Bikeko oyo, ekelami elongo na biloko ebele. Euti na bisalela ya ba industrie ebele. Basangisi bisalela ya mabaya, bakangi yango na ba vis na ba boulon, po esimba makasi loboko moko. Basinga ya courant ezopelisa mwinda lokola ezopela. Soki otali etuke ya biloko nyonso basangisi nde ezali lokola mwandimbola ya mokili Nzambe asala. Nzokande esalami kaka na loboko ya moto. Ce projet, au départ, il part d'un constat qui est qu'après plusieurs décennies à produire des audioguides pour les musées, on s'aperçoit que finalement, ce sont à peu près toujours les mêmes langues qui sont proposées. C'est-à-dire qu'à minima, c'est français-anglais, parfois des langues européennes supplémentaires, parfois des langues asiatiques, s'il y a un public asiatique qui visite ce musée. Et comme on venait fréquemment au MACVAL depuis un certain nombre d'années, on s'est évidemment rendu compte qu'il y avait une population locale qui était très bigarrée, qui avait des origines très diverses. Et donc, ces populations-là qu'on appelle des populations allophones, c'est-à-dire que la langue maternelle de la personne qui vit en France n'est pas le français. Et donc, le challenge ici, c'était de se dire, on va réaliser un audioguide avec des allophones. C'est totalement expérimental. On va définir la méthodologie ensemble. Ce n'est pas un projet imposé de l'extérieur, mais vraiment co-construit ici au musée. On sait le premier musée, en tout cas en France, à tester, à expérimenter ce dispositif. Pour nous, c'est une nouvelle façon encore d'expérimenter de nouvelles relations avec la population, avec le public. Ça va être riche. Il y aura peut-être des échecs, il y aura peut-être beaucoup de surprises. Je m'appelle Christopher Mampouya, je suis congolais de Brazzaville. Je m'appelle Iris Medeiros de Almeida Fernandes. Je suis brésilienne de Rio de Janeiro. Je m'appelle Assina Raonina Rivo. Je viens de Madagascar. Je m'appelle Moussa, de nationalité tchadienne, et je viens d'un pays où il y a plus de 150 langues parlées. À travers ces voix, ces langues, ce seront aussi certaines vies qui se raconteront par ces interprétations des œuvres. Donc on risque d'avoir une forme de collection parallèle de ceux qui regardent, de ces voix et de ces vies. Je trouve que c'est vraiment une belle idée. Ça peut presque devenir encore autre chose à terme. Alors, vous savez un peu mieux qui nous sommes. Est-ce qu'on peut savoir un peu mieux qui vous êtes? Moi, je m'appelle Yasser et je viens du Soudan. Et moi, j'ai parlé 4 langues, mais c'est un peu français, pas beaucoup. J'ai parlé arabe, soudanais fort, massalite, arabe chadi, arabe libye aussi, et un peu français ici. Toutes ces langues, ce sont des langues qui s'écrivent? Oui, ouais. Oui, c'est écrit, mais le massalite, c'est difficile, mais c'est... voilà, on a des personnes, on va traduire. Okay. Ouais. Est-ce que vous sentez en capacité de traduire dans ces langues, dans une de ces langues? Oui. Et aussi, pourquoi pas, d'enregistrer au micro les textes? Oui, moi, je vais traduire, ça, c'est pas de problème, c'est vrai. Okay. Et donc, vous parlez français et malgache. Ok. Oui, je peux traduire en malgache, pas de souci. Et vous êtes en France depuis quelle année? Ça va faire 10 ans, ouais. Et vous? Ici en France, c'est depuis le 16 août 2017. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. C'est aujourd'hui, on parle un petit peu des textes et des œuvres. On choisit quelques œuvres et on regarde les textes en français. La prochaine fois, l'idée, c'est d'adapter ces textes et de les traduire dans votre langue, dans la langue que vous aurez choisie. Et le troisième rendez-vous, on a un micro, casque et tout, et on vous aide à enregistrer les traductions que vous aurez faites. OK? On n'a pas eu de manière très scientifique de recruter les participants. L'idée, c'était de s'adresser à des personnes qu'on connaissait déjà par le truchement d'associations ou de gens qui étaient déjà nos partenaires de travail. Il y a eu une proposition qui a été faite aussi auprès des agents du musée, qui porte ses fruits doucement. Les gens commencent à se demander s'ils vont s'inscrire dans cette démarche ou pas. Puis un jour, il y a eu un atelier avec des personnes qui se connaissaient toutes, mais il y a une personne qui passait pour un rendez-vous.
hop, il s'est intégré au groupe, donc il y a quelque chose d'un peu souple en fait dans les entrées et sorties dans le groupe. Si vous êtes allé dans un musée, comment est-ce que vous arrivez à comprendre toutes les explications, etc. C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que les textes sont simples à comprendre, compliqués, qu'un musée c'est simple à comprendre ou pas d'ailleurs? Au début, c'est très difficile pour comprendre. Moi, j'étais au musée de Cabral, j'y suis allé 2 fois. Et moi, je trouve que c'est très difficile pour moi. Je n'avais pas bien compris. Voilà, le musée Cabral, il parlait de l'histoire d'Africains, Côte d'Ivoire, etc., etc. Là, je lis ça, c'est assez compliqué, pictural, abstraction. La question peut-être le langage des choses concrètes et le langage des choses, des idées ou des choses abstraites. C'est vrai que c'est 2 catégories de langage différentes, quoi. Ça dépend des musées aussi. Musée quai Branly, ça va. Mais ici, il y a beaucoup d'abstraction. Les artistes, ils sont très... Comment dire? Ils sont très inspirés. Voilà. Je vous propose qu'on aille découvrir les œuvres. L'exposition Les racines poussent aussi dans le béton s'ouvre par une œuvre discrète réalisée in situ. Une faille dans le sol du vestibule du bâtiment est réparée avec de grosses agrafes métalliques. Si la fissure évoque une cicatrice, les agrafes réparent, en laissant cette blessure visible. La notion de réparation est au cœur des réflexions de Kader Attia, envisagée tant de manière symbolique que matérielle, pour rendre hommage à l'histoire des objets, des personnes et des cultures. Il questionne les rapports complexes qu'entretiennent les cultures occidentales et orientales, le déchirement et le paradoxe qui en résultent, et la possible réparation envisageable. C'est vestibule et in situ. Vestibule, même en malgache, ça n'existe pas dans ma langue. Ça, c'est plus sur le vocabulaire et sur le sens de ce qui est dit. Je me rappelle des plaisirs et des cicatrices de gens qui ont été torturés pendant la guerre. Regardez ici, elle a été réparée. Regardez par exemple comme lui, c'est là. Voilà, c'est moi aussi, c'est comme ça. C'est parce que moi, j'ai sauté ici. Et elle a été réparée, mais elle est restée visible encore. Mais aussi, moi, je pense que cette œuvre parlait aussi de la mémoire que nous devons conserver des frontières et des plaisirs. Il faut réparer ce qui a été brisé comme ça. Oui, blessure par rapport à mon grand-père, il a été blessé par l'armée française il était résistant pour l'indépendance. Donc, il m'en a parlé, donc ça me rappelle un peu ça aussi. Les mots que vous avez utilisés tous les deux, c'est des mots qui, dans votre langue aussi, peuvent se prêter à un double sens. Tu vois, Assina, il parle de déchirure, on comprend qu'il parle à la fois du concret, le parterre, et à la fois il parle des émotions, de l'histoire. En massalite aussi, tu as un mot comme ça qui pourrait expliquer les deux niveaux. Ok, je vais chercher le mot, voilà. Si c'est possible. Le mot cicatrice, c'est quand même un mot très important ici. Parce que moi, quand je pense ces mots en portugais, je vois les deux sens. En fait, je vois la métaphore. On peut le dire, une cicatrice dans l'histoire en portugais. Et une cicatrice, la peau. Et est-ce que ces mots qui me semblent quand même assez importants ici, dans cette œuvre, est-ce qu'il y a aussi une ambiguïté ou vous avez besoin, par exemple, de penser à deux mots différents? Il faudra une phrase en malgache pour expliquer ce que c'est. Okay. On reste très politiquement correct. On ne nomme pas le problème, la blessure liée à la colonisation. Or, Kader Attia, l'artiste, il en parle sans problème. Et nous, on s'est finalement censuré pour ne pas dire les mots. C'est pas nous qui avons écrit ces cartes. C'est pas nous. Je dis nous. Il y a quelqu'un dans le musée, c'est nous. Le musée, c'est censuré. Alors que c'est clair. L'histoire, elle est claire. Ça fait partie du connue. discours de l'œuvre.
Mais heureusement, il nous en a parlé. Ouais. Tu vois. Quand on montre une agrafe au sol qui va venir réparer une cicatrice, on a peut-être en face de soi quelqu'un qui a des cicatrices, et des cicatrices soit physiques, soit morales, parce qu'il a eu un parcours très difficile pour arriver, y compris jusqu'en France. Et donc là, ce qui était intéressant, c'est que contrairement à une médiation qu'on va faire devant un groupe de 30 personnes, là, on était dans une relation très unipersonnelle et où le parcours de chacun va pouvoir être intégré à la médiation qui va nous offrir ensuite de l'œuvre dans sa propre langue. Moi, ce que je trouve fantastique, c'est qu'on fait un exercice très difficile qui est de mettre les personnes qui ont écrit les textes qui se trouvent à côté des œuvres face aux personnes qui ne les comprennent pas. Et en fait, on est allé décortiquer dans le détail chaque phrase, chaque mot, chaque concept, et on se rend compte qu'il y a tout un univers de mots qui est vraiment du langage muséal ou alors qui est du langage de l'histoire de l'art, qui est très adapté au public qui ont toutes ces connaissances-là, mais peu adapté à ceux qui ne sont ni de l'univers des musées, ni de l'univers de l'art. Quand on commence à effectivement décortiquer le texte d'un cartel, que nous passons beaucoup de temps à essayer d'être le plus lisible par tous possible, et ben on s'aperçoit effectivement qu'on est très très loin de notre but. Donc oui, bien sûr que ça fait réfléchir. Ce que nous allons voir maintenant, c'est 4 œuvres de Frank Scurti. Et puis on en a 2 autres tout au fond là-bas. Je vous propose qu'on aille les voir et on reviendra ici. Ok. Donc maintenant qu'on a vu les 4, je te propose, tiens, peut-être de nous lire le texte qui est normalement à côté des œuvres. L'artiste a nommé Reflet ces 4 représentations d'enseignes lumineuses commerciales car elles sont légèrement déformées, un peu comme lorsque l'on voit une forme dans une flaque d'eau. Ici, cette perception est figée, solidifiée, sculpturale, mise en scène dans la rue, à côté des enseignes originales. Les reflets font apparaître la dualité du rêve et du réel. Déplacés de la rue au musée, ils sont un geste radical, une présence intrusive et triviale qui questionne la fonction du musée, du symbolique au commercial, ainsi que notre usage de l'espace urbain. Frank Scurti joue avec les signes qu'il capte de ci, de là, dans la rue, à la télévision, dans les publicités. En cela, son travail rappelle les prélèvements dans le réel opérés par les nouveaux réalistes dans les années 1960. Je trouve que c'est beaucoup plus simple que l'autre. Là, c'est plus simple? Sauf quelques mots trivial. Et je me demande, par exemple, si moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas forcément, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire presse. En fait, les références, à quels sont les endroits où on peut trouver. Là, il avait RATP, mais si je ne suis pas dans un contexte francophone, là, je n'ai pas des références, en fait. Celui qui est en bas, donc c'est le ticket de métro, c'est peut-être le plus facile. Et les autres? Il y a tabac? Il y a tabac. Ouais. Presse. Ça parle pour vous? Vous l'avez? Ouais. Vous voyez ce que c'est? L'auto. Oui. Ouais. Et l'auto. L'auto, il a changé peut-être le logo, mais l'auto, c'est la loterie nationale. C'est un jeu que tu trouves dans les bureaux de tabac, tu sais, où tu fais des chiffres au hasard et tu peux gagner beaucoup d'argent si tu as trouvé les bons chiffres. Donc ça, vous connaissiez pas, par exemple? 100% des gagnants ont tenté leur chance. Chez nous, on n'a pas beaucoup de musées. Là, je vois l'utilité du musée, la fonction du musée. À quoi ça sert un musée? Ah ouais. Parce que chez nous, on ne pense pas à faire ça. Franchement, les artistes, c'est une découverte. Donc là, c'est la fonction du musée, même l'utilité du musée je pense qu'on doit faire. Le musée sert à rendre visible la dualité du rêve et du réel. Ça m'a beaucoup aidé de vraiment connaître les artistes. Si on traduit seulement un texte, autant aller voir un traducteur qui est officiel, qui sait ça. Mais pour moi, il faut aimer l'œuvre.
Et pour aimer l'œuvre, il faut d'abord le comprendre l'œuvre. Il faut comprendre l'artiste aussi. On peut parler de cette première œuvre? L'œuvre d'Ali Chéri, Petrified Fragments, se compose d'une vidéo tournée dans un parc animalier et un musée archéologique aux Émirats arabes unis et d'une installation d'objets rassemblés sur une table lumineuse. Elle propose un point de vue critique sur le processus de patrimonialisation des objets archéologiques, depuis les chantiers de fouilles jusqu'à la mise en exposition muséale. Les objets filmés dans la vidéo, émergeant alternativement de l'obscurité, sont les mêmes qui nous font face, en procession sur la table lumineuse. Ils sont originaires des diverses époques et civilisations, hétérogènes dans leurs matériaux, mais tous figurent des visages ou des corps. Ali Chéri les a acquis lors de ventes aux enchères. Loin de la civilisation qui les a vus apparaître et leur donne sens, ils alimentent le marché de l'art, que leur authenticité soit avérée ou non. Ici, ces reliques sont dépourvues de nom, de titre ou de datation, d'étiquette ou de cartel. Elles nous apparaissent comme flottantes, déconnectées de tout langage. Ces moutismes résultent de leur statut de fragments exhumés et révèlent la nature du travail des fouilles qui, selon l'artiste, consiste concrètement et symboliquement en un véritable arrachement. C'est bon? Oui, là, c'est la fin. Fini. Est-ce que ce texte est un bon outillage pour regarder l'œuvre? Qu'est-ce qu'on a compris? Donc Ali Chéri, c'est pas ses œuvres, lui aussi il les a achetées au cours de vente, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Son œuvre, c'est l'assemblage de ces éléments. Il a aussi des questions de pliage, il a des questions de trafic, il a des questions de restitution de l'œuvre. Ouais. Mais est-ce que dans cette phrase, pour vous, ça vous fait aussi penser à ces choses-là ou pas du tout? Moi, clairement, quand je parle de... Même plus, j'irai plus loin. Lorsqu'on parle de fouilles, pour certaines communautés, ce qui est enterré, c'est sacré. Donc il y a une forme de désacralisation aussi. Donc tout ça, je l'intègre dans la critique dont tu parles. De son point de vue critique, j'intègre tout ce que tu dis, mais également cet aspect aussi de désacralisation. Et toi, tu viens d'où? Je n'ai pas entendu. Du Tchad. C'est en Afrique centrale. Là où on parlait plusieurs langues locales. Hein. C'est des centaines de langues. Ouais. Toi, tu parles combien de langues? Bon, 4. Sans compter le français, je pense. Oui, sans compter le français, l'arabe et l'anglais. Mais moi, j'ai fait mes études en arabe et en anglais. Le français aussi, je l'ai appris, mais pas dans l'école ou des trucs comme ça. Tu l'as appris en vivant avec des francophones, en étant en France. Voilà, c'est ça, dans des pays francophones, des trucs comme ça. Et du coup, si ici, tu pouvais avoir dans toutes les langues que tu voulais les explications sur l'art et tout ça, t'aimerais bien que ce soit dans quelle langue pour toi? Ce serait Toubou. Toubou? Toubou, oui. T-O-U-B-O-U. Merci. Bon, grandir dans un pays où il y a plus de centaines de langues, de dialectes, c'est pas facile. En quelque sorte, ça fait il y a tout, hein. Ouais, ça fait des multilingues, mais c'est pas suffisamment valorisé en fait. Parce que même dans nos propres pays, hein, c'est pas vraiment valorisé. Donc on valorise plus une personne qui parle bien français qu'une personne qui parle bien sa langue nationale ou sa langue maternelle. Mais l'éducation nationale est basée beaucoup plus sur le plan français et des trucs comme ça. Oui, et puis dire qu'une langue n'appartient qu'au domaine de la famille, c'est aussi minorer son intérêt culturel, sa possibilité d'exister dans la ville. On dit oui, mais ça c'est pour la maison, c'est pour la famille. Je dirais qu'il y a du politique et du symbolique à la fois. Pour moi, c'est évidemment politique de valoriser en fait, de valoriser des compétences et des savoir-faire. C'est un peu ce à quoi appelle le mouvement qu'on appelle le mouvement de reconnaissance des droits culturels. C'est-à-dire que chaque identité culturelle devrait avoir droit de citer beaucoup plus qu'elle ne l'a maintenant et devrait pouvoir être valorisée comme une compétence, comme une expérience, comme quelque chose qui a de la valeur, dans l'idée toujours de transmission. Le faire entendre de manière institutionnelle, l'ancrer dans la programmation du musée, ça acquiert un sens symbolique de reconnaissance et donc politique, effectivement très fort pour moi. Et pour tous les gens qui sont embarqués dans le projet ici au musée, il y a quelque chose d'engagé. Tu pourrais peut-être nous raconter, Christopher,
Le fait de transposer un texte dans une autre langue, peut-être que tu as dû adapter certains éléments du texte, pourtant que tu avais participé à écrire. Le texte est beaucoup plus long que sa version française parce qu'il y a des mots qui n'existent pas en fait dans la traduction en lingala. Je vais prendre un exemple dans le texte où on parle d'avancer pas à pas. Dans un premier temps, je l'ai traduit littéralement comme ça, mais quand je l'ai fait lire, personne ne comprenait parce que cette expression n'existe pas. Tu l'as fait lire à qui, du coup? J'ai fait lire à mon père. Ok. Et enfin à d'autres personnes, au moins, 3 personnes. La traduction qui va avec, s'il faut le traduire littéralement du lingala au français, ça revient carrément à autre chose. On dira chez nous main dans la main, pour dire pas à pas. Mais en français, ça veut dire autre chose. En lingala, pourtant, ça veut dire pas à pas. Au-delà de ça, il y a aussi un autre aspect, c'est le degré de langue. Parce qu'en lingala, comme en français, il y a plusieurs niveaux. Donc il y a un lingala familier, un lingala soutenu, un lingala de rue. Le lingala qui paraît couramment dans les rues inclut beaucoup de mots en français. Et donc, par exemple, les chiffres ou autres, s'il faut le traduire en lingala, beaucoup de personnes viendraient, mais ne comprendraient pas. Pourtant, c'est du lingala et pourtant, c'est bien traduit. Mais comme c'est un niveau un peu soutenu, je veux dire, les gens n'arriveraient pas à s'imaginer, à comprendre simplement ce que ça veut dire, parce que c'est pas couramment utilisé. Donc voilà, les difficultés que j'ai eues se situent à ces 2 paliers-là. T'as passé combien de temps à faire tout ça? Dans un premier temps, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 jours pour la première version. Ouais. Première version. Textes, du coup. Moi, j'ai fait un jour, j'ai pris un texte par jour. Ok. Et donc, ça, c'était ça. Ensuite, il a fallu que je puisse faire lire. Et les premiers retours ont été catastrophiques. Franchement, j'ai même honte, quoi. Parce qu'on m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? On ne comprend rien. Et puis sans avoir les œuvres sous les yeux, parce que toi, l'œuvre, tu la connais très bien. On a beaucoup réfléchi à chaque élément de l'œuvre. Et le texte, tu l'as écrit, quoi. Donc, il y avait tout ça. Et après, en discutant déjà avec d'autres, en essayant de réécrire avec d'autres personnes, il s'est amélioré. Je pense que là, on est arrivé à la phase finale. Bravo. Est-ce que toi, tu as bien aimé faire ça? Finalement, comment tu l'as vécu de faire ça, toi? Très bien, parce qu'en plus, je suis quelqu'un, mais ça après, c'est personnel. J'aime bien parler de moi. Enfin, quand je parle de moi, c'est vraiment de mes origines, de l'Afrique et tout ça. Parce que je trouve qu'on est riche de pas mal de trucs, de culture et de tellement de choses qui ne sont pas souvent mises en valeur. Ce que nous-mêmes n'arrivons pas à reconnaître comme quelque chose de valeureux, finalement. Donc, en ce sens-là, déjà, j'ai beaucoup aimé. Mais en le faisant aussi, ça va pas causer plus de problèmes que ça, quoi. Est-ce que tu peux lire en une partie? Ok, je vais lire. Par contre, l'accent, il faut qu'il soit là. Si l'accent n'est pas là, on ne comprend pas tout de suite. Par exemple, là, si je dis Bikeku, Bikebo, ça veut rien dire. Bikeko, ça veut rien dire. Si je dis Bikekoyo, là, ça veut dire quelque chose. Donc, il faut que l'accent accompagne. Bikekoyo et Kelami et Longo, Nabiloko et Belé et Uchi, Nabisala Yaba Industrie. Enfin, Yaba Industrie et Belé. Deba Sangi Sinyoso, et c'est comme Moko Nako Kelabi Keko Yango. Donc, Basangi Bisale la ya Mabaya, Bakani Yango na ba vis, na ba boulon. Po Simba Makasi, Loboke Moko. Basinga ya courant, ezopelisa mwinda lokola ezopela. Soki otali etuke ya biloko nyonso basangisi, nde ezali lokola mwandimbola ya mokili nzambe asala. Nzokande, esalami kaka na loboko ya moto. Nganga Mayele Pierre Malfait, tango asilisi kokela nyonso mosala na ye, amimonisi lokola Nganga Mayele monene. Por diversas ferramentas e profissões, forneceram material para a realização desta representação de árvore. Adui baiti babungisina bisalela ya ba industrie, nde asangisi ya kokela iti wana. O título trata de uma associação cujo tema é a relação entre duas espécies. Em primeiro lugar, vemos a era, brilhante, feita de neon, como as placas publicitárias. I Pierre Malfait dia matetika mandinika natiora, ary mampiseho amintsika izy fa tsy fahita firy zany ankehitriny. Voafehan'ny olombelona sy voaravaka. Liana kokoa amin'ny asa kalamanjana izy. Amin'ny asa nataon'ny olombelona noho ny any an'ala.
Ny lohateny dia fikambanana ihany koa. Ny lohahevitra dia ny fifandraisana, misy eo amin'ny karazana roa. Hita voalohany ny ivy.